La politique d'Israël est une politique de coopération et de refuser personne et de coopérer le plus possible. Maître Raphaël Decamp qui est venu nous rejoindre dans notre studio. Raphaël, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour, voilà, le micro est allumé. Non, il faut laisser le bouton, voilà, comme ça. Raphaël, nous allons parler du sujet de l'extradition et de faire le point un peu de savoir que se passe-t-il entre Israël et la France, quelles sont les lois. D'abord, d'une façon générale, l'extradition, de quoi il s'agit? Alors, l'extradition, comme vous le savez, la criminalité n'a pas de frontières et il peut parfaitement arriver qu'une personne, par exemple un Français, commette un crime ou un délit en Israël ou réciproquement qu'un Israélien commette un crime à l'étranger. La demande d'extradition, c'est la demande par laquelle un État va demander à un autre État de lui livrer une personne, soit pour la juger, soit pour lui faire purger une peine. D'accord, donc ce sont des cas qui arrivent souvent dans le monde juridique entre les différents pays, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de cas d'extradition? Alors, il y a beaucoup de cas d'extradition et notamment entre la France et Israël. C'est-à-dire qu'il existe, il est important de préciser, il existe une sorte, je pense, de malentendu sur cette question, puisque on lit très souvent ou on entend, notamment dans la presse française, des phrases telles que il n'existe pas d'accord d'extradition entre la France et Israël, ou encore Israël n'extrade pas ses nationaux, Israël n'extrade pas ses ressortissants. Or, ces deux affirmations sont contraires à la réalité juridique et quotidienne de la justice entre la France et Israël. Il existe des cas d'extradition concrets qui ont eu lieu. Alors, on va voir des cas. D'une manière d'abord pratique, comment se passent les demandes d'extradition? Ce sont les gouvernements qui s'adressent à un autre gouvernement et qui demandent l'extradition de personnes? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que l'extradition est une procédure mixte. C'est-à-dire qu'elle est à la fois de nature politique et à la fois de nature juridique. Puisque la demande d'extradition va être faite par l'État. Et pour prendre l'exemple d'Israël, il va d'abord avoir une phase qui va être en premier lieu politique par le ministre de la Justice. Ensuite, il va y avoir un procès juridique pour déterminer s'il existe des éléments qui permettent cette extradition. Et en dernier lieu, une fois que la justice aura autorisé l'extradition de cette personne, le ministre de la Justice décidera ou pas de prendre un décret d'extradition et donc de livrer concrètement cette personne, notamment, pour parler de nos cas qui nous intéressent principalement, vers la France. D'accord. Alors, on parlait donc de la loi israélienne qui était mal connue, selon laquelle donc il existe en fait des accords d'extradition entre Israël et la France. Que se passe-t-il entre la France et Israël? Est-ce que les Français peuvent... est-ce que la France peut demander aussi... est-ce qu'Israël peut demander par contre à des citoyens français d'être jugés en Israël? Le cadre juridique des extraditions entre la France et Israël est la Convention européenne d'extradition, qui date de 1957 et à laquelle Israël a adhéré, bien que n'étant pas un État européen, a adhéré à cette convention en 1967. De sorte que depuis 1967, ça ne date pas d'hier, il existe un cadre juridique qui permet cette extradition. S'agissant de la question de la possibilité d'extrader les Israéliens, effectivement, comme je vous le disais, on lit et on entend très souvent qu'il n'est pas possible pour l'État d'Israël d'extrader ses ressortissants. En réalité, si on regarde l'historique du droit de l'extradition entre la France et Israël, et notamment plus précisément du droit de l'extradition israélien, il existe trois phases. À partir de 1954, qui est la date à laquelle la loi d'extradition a été votée, il y a eu de débats assez houleux à la Knesset. On se demandait, est-ce que les personnes qui bénéficient de la loi du retour et qui peuvent devenir israéliens peuvent aussi bénéficier d'une absence d'extradition? C'est-à-dire que dès lors qu'ils seraient en Israël, si un État, éventuellement leur État d'origine, demande leur extradition, eh bien on doit leur dire non, cette personne a une carte d'identité israélienne et donc on ne pourrait pas. La Knesset a décidé finalement, dès 1954, de permettre cette possibilité. Elle ne souhaitait pas que des personnes qui aient commis des forfaits à l'étranger viennent se réfugier en Israël. Et donc dès le début, un refuge. Un refuge. Ouais. Après, on a eu Menachem Begin qui lui a changé la donne. Il est venu avec une autre philosophie. Je ne sais pas s'il connaissait bien le français, je ne pense pas. Mais il y avait, si vous voulez, si on regarde l'étymologie du mot même, extradition, c'est le même mot que c'est comme tradition, c'est ce qu'on transmet. Et c'est aussi la même racine que trahir. Et Begin était tout à fait dans cette perspective-là. Pour lui, on n'extrade pas un concitoyen. Pour lui, c'est livrer un frère et
il soutenait à l'époque que et à juste titre, qu'une personne qui serait extradée dans un État étranger pourrait subir des attaques ou anti-israéliennes ou antisémites de la part de ses co-détenus. Et donc en 1978, il a fait passer un amendement, ce qu'on a appelé l'amendement Begin. Et là, à partir de ce moment-là, effectivement, donc il y a eu une période dans laquelle les Israéliens ne pouvaient pas être extradés uniquement pour ce qu'ils ont commis après être devenus israéliens. Enfin, en 98, il y a eu une grosse affaire entre d'un jeune Américain qui était mineur au moment des faits et qui avait la nationalité israélienne et qui a fui les États-Unis après avoir commis un meurtre dans des conditions assez difficiles et s'était réfugié en Israël sous l'ère de la loi Begin. Et ce qui a été décidé à ce moment-là, c'est de ne pas extrader cette personne. C'était l'affaire Samuel Shanbain. Et ça avait suscité un tollé diplomatique. Madeleine Albright, c'était à l'époque, qui était secrétaire d'État. C'est-à-dire que la politique se mêle à ce moment-là aux affaires juridiques. Absolument. Il y a une dimension politique évidente et qui est depuis l'origine de l'histoire de l'extradition dans le domaine de l'extradition. Donc la loi israélienne est claire aujourd'hui. Il est possible d'extrader des citoyens israéliens à l'étranger. Est-ce qu'on a des cas précis, peut-être plus particulièrement avec la France, puisque c'est un sujet qui nous intéresse un peu plus? Alors effectivement, après, comme je vous l'expliquais, après cette affaire Shanbain, en 99 et 2001, on a changé, on est revenu un petit peu au droit qui était applicable avant, en gros, et on a décidé à ce moment-là d'extrader les Israéliens. S'agissant des relations entre la France et Israël, vos auditeurs ont peut-être en tête les affaires. Il y a eu l'affaire Dan Lampel qui a beaucoup occupé, qui avait été condamné en France dans l'affaire Boarache. Il avait été accusé de la mort d'un vigile en France et il a finalement été extradé après une procédure qui a eu lieu en Israël. Affaire qui a encore plus peut-être retenu l'attention de vos auditeurs, c'est la tragique affaire de Lise Etouni. Lise Etouni, qui était une jeune franco-israélienne qui a été victime d'un homicide involontaire qui avait été renversé par deux Français qui immédiatement se sont réfugiés en France. Et là, ce qui est intéressant, c'est aussi peut-être contrairement à une certaine idée reçue, c'est que la France, en revanche, elle n'extrade pas les Français en dehors. C'est un sujet important. C'est-à-dire qu'elle, pendant de nombreuses années, elle ne l'a jamais fait. Maintenant, elle le fait uniquement dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen vers un État membre de l'Union européenne. Israël n'est pas membre de l'Union européenne. Et donc, si un Français commet une infraction en Israël et se réfugie en France, il sera jugé en France et il ne sera pas extradé vers Israël. Et ça a été le cas pour l'affaire Libitouni, c'est-à-dire que les deux chauffards qui se sont réfugiés en France, en fait, ils bénéficiaient des deux nationalités. Donc, ils auraient pu être jugés aussi en Israël. Alors, c'est pas dépendant de la nationalité, c'est dépendant en fait de la question de la possibilité pour la France d'extrader ou non les Français. C'est-à-dire que dès lors que la France n'extrade pas les Français vers un autre pays qu'un État membre de l'Union européenne, eh bien, elle les a jugés. Il faut aussi préciser... Donc ils ont été jugés en France. Ils ont été jugés absolument en France et condamnés en France. Pour le crime, pour le délit qu'ils ont commis en Israël. Absolument. Ils ont été condamnés en France. Et là, dans ces cas-là, la justice israélienne a le droit d'intervenir, a un droit de regard sur ce qui se passe? Alors elle n'a pas véritablement un droit de regard. En revanche, à côté de l'extradition, qui est donc vraiment pour faire juger la personne, il y a aussi ce qu'on appelle une sorte de coopération judiciaire, de l'entraide judiciaire internationale. Et dans le cadre de cette entraide judiciaire internationale, dès lors que les faits avaient eu lieu en Israël, évidemment, la police israélienne était au plus près du terrain et était plus à même d'apporter des éléments de preuve pour aider à constituer le dossier en France. Et donc, elle a aidé dans ce cadre-là, puisqu'il y a aussi une convention d'entraide judiciaire internationale. Il y a une loi de 98 en Israël sur l'entraide judiciaire internationale qui a permis donc de coopérer pour aider dans les enquêtes, les investigations, apporter les preuves pour permettre d'établir la culpabilité des prévenus. Alors, on connaît aussi, c'est malheureusement des cas qui ne sont pas glorieux pour la Aliyah française, mais on connaît aussi des cas de personnes qui sont venues en Israël, qui ont profité de la loi du retour, justement après avoir commis des délits, que ce soit des délits dans le domaine des impôts, domaine en France, et qui se sont réfugiés donc en Israël. Que se passe-t-il pour ces personnes? Est-ce qu'ils ont été extradés? Est-ce qu'on a des cas
de personnes qui ont été extradées? Il y a eu des cas d'extradition dans les grandes affaires d'escroquerie qui ont eu lieu, où des personnes, effectivement, ont été expulsées vers la France. Et souvent, effectivement, maintenant, la coopération est de plus en plus forte. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'on a OLAF 433, qui est la police, l'unité économique de la police pour les crimes financiers. Et ces personnes collaborent avec des juges français qui viennent en Israël, des policiers français qui viennent en Israël et qui interrogent ces personnes. Et à la fin de ce processus, il arrive plus souvent qu'on ne le dit et plus souvent qu'on ne le pense, des personnes qui, dans les cas que vous évoquez, ont été extradées vers la France. Mmh. Donc c'est un sujet qui est pour aujourd'hui les Israéliens, qui est important pour la justice israélienne, qui est important de, justement, tous ces sujets d'extradition, éviter que Israël soit en fait un pays de refuge pour des délinquants. C'est un petit peu la politique du parquet. On peut soit le regretter si on est du côté de la défense, soit s'en réjouir si on est du côté de l'accusation. Mais il y a effectivement la politique d'Israël est une politique de coopération et de refuser ces personnes, et de refuser personne et de coopérer le plus possible. Et elle a beau le faire, et le parquet international a beau le faire, et la justice israélienne le fait, elle ne parvient pas à se détacher de cette image. C'est assez étonnant quand on lit la presse française, notamment. On a toujours l'impression, alors parfois c'est à demi-mot, je ne veux pas être paranoïaque non plus, mais parfois on suspecte une sorte de complaisance, on dit il se protège, alors qu'en réalité c'est le contraire en fait. C'est le contraire, puisque la loi française ne permet pas l'extradition des Français. Ouais. Certains, juste un point peut-être technique, certains le justifient, c'est comme ça que notamment le parquet le justifie quand on leur demande, le parquet au procureur international, qui explique qu'il y a une différence de système entre les deux pays. C'est-à-dire qu'en France, dans beaucoup de procès pénaux, dans la majorité des procès pénaux, on se dispensera d'interroger des témoins à l'audience, alors qu'en Israël, le procès pénal est basé autour de la Hakira Negdit, de la cross-examination. On interroge les témoins à l'audience. Donc il est plus difficile de faire venir des témoins, et c'est un coût énorme, ce qui aussi est un élément qui est mis en avant par un certain nombre de juristes israéliens pour justifier cette différence de traitement. Très bien. Maître Raphaël Duchan, merci de nous avoir éclairci sur ce sujet un peu difficile de l'extradition entre la France-Israël et Israël et la France. Merci beaucoup à vous, d'être venu dans notre studio ce matin. Merci.